Bonjour à toutes, bonjour à tous. Jacqueline Voraz et Gérard Vespierre sur IDFM 98 ou 98.fr pour un nouveau numéro de Décryptons le monde avec Philippe à la technique. Bonjour Philippe. Avec ce nouveau numéro, nous allons inaugurer aujourd'hui une formule légèrement différente. Après 20 émissions et 40 sujets traités, nous avons estimé qu'il était intéressant de profiter davantage et autrement des connaissances de notre expert Gérard Vespierre. Bonjour Gérard. Bonjour Jacqueline. En effet, depuis plusieurs mois, vous nous faites découvrir, Gérard, 2 sujets par émission. Or, les questions que vous abordez méritent des développements parfois et des approfondissements difficiles à exposer en quelques minutes. À partir d'aujourd'hui, un seul sujet sera traité au cours de notre demi-heure. Ai-je bien compris votre nouvelle formule, Gérard ? Oui, Jacqueline, tout à fait. Nous avons en effet pensé que les questions géopolitiques que nous abordons ont bien souvent des conséquences, des interactions qu'il est intéressant d'aborder afin de mieux accompagner le sujet même. Et que pour cela, une dizaine de minutes est un peu court. Mais je veux tout de suite rassurer nos auditeurs, nous n'allons pas nous diriger vers un format professoral, non, pas du tout. Merci Gérard pour cette précision. Nous tenons en effet à garder votre approche très pédagogique et garder aussi nos respirations musicales qui seront désormais au nombre de 2 par sujet au cours de cette demi-heure de Décryptons le monde. Voilà qui est dit. Alors, cher Gérard, avec ce nouveau format, quel sujet vous nous proposez ce matin ? Jacqueline, je vous propose que nous nous dirigions vers le Moyen-Orient et plus spécialement l'Iran, en donnant à notre échange un titre « L'Iran, le grand danger du Moyen-Orient ». Pourquoi ? Eh bien, ce pays continue d'être à un carrefour, non seulement bien sûr géographique, cela est immuable, mais politique, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, et également économique. Nous avons un nouveau pouvoir politique en place depuis le scrutin présidentiel de juin, des négociations nucléaires en plus qui tardent à reprendre, et une situation économique de plus en plus dégradée. Il me semble que là, vous nous proposez les différents points que vous souhaitez aborder, à savoir la situation politique intérieure très radicalisée, le dossier du nucléaire et les risques qu'il comporte, la situation économique très préoccupante avec bien sûr au final les conclusions qu'il convient de tirer de cet ensemble. Par quoi commence-t-on ? Peut-être la politique intérieure ? Exactement. Je vous remercie d'avoir souligné ces 3 points qui vont nous permettre de présenter une situation globale de l'Iran et les dangers que le pays est en train d'affronter. Le feu couvre sous la cendre. Nous allons donc aborder en premier la situation politique intérieure. Et effectivement, depuis le processus électoral du mois de juin, nous avons assisté à beaucoup d'événements. Donc cette élection même qui a été un choix radical. Alors, on parle volontiers de république, mais islamique, n'est-ce pas ? Mais il n'y a pas vraiment grand-chose de république dans cette situation-là, parce qu'il n'y a pas de liberté de candidature, il n'y a pas donc d'opposition. Dans ces cas-là, il y a un conseil organisé autour d'une dizaine de personnes, donc qui s'occupent de la protection de la Constitution. Et ce conseil est constitué de 3/4 de religieux, voyez-vous. Donc déjà, là, le régime confirme son choix initial d'avoir un guide suprême à sa tête, donc religieux, ayatollah, et même après, sur le choix d'un président de la République aussi, un conseil fortement orienté autour de la religion. Donc, nous avons eu 587 candidats qui ont été refusés. Donc, voyez-vous, on est loin d'un État libre.
Et donc ce choix a été porté finalement sur Ibrahim Raïssi, qui est un ancien membre donc du système judiciaire iranien et qui a beaucoup, je me permets de le préciser, de sang sur les mains, puisque plus de 30 000 prisonniers politiques ont été assassinés, ont été tués en 1988. Donc il était à ce moment-là un des acteurs pas très loin de Téhéran, dans la ville de Karaj. Donc un choix radical pour mettre cet homme à la tête du pays. Autre élément de tension, c'est que, eh bien, fort de ce spectacle-là, totalement adémocratique, la population n'adhère pas au système. Donc nous avons en face de ce désintéressement, eh bien, la conséquence tout à fait classique d'un très faible taux de participation. Alors bien sûr, il y a un taux de participation officiel d'un peu plus de 40%, mais la réalité des chiffres par les sondages qui sont faits par les oppositions souterraines, n'est-ce pas, parlent autour d'une vingtaine de pourcents. Donc à cela s'ajoute un gouvernement autour de ce nouveau président, ancien acteur judiciaire, composé eux aussi de radicaux et avec en priorité des représentants des tristement célèbres gardiens de la Révolution. Donc, dans des postes ministériels, dans des postes de vice-président, par exemple, en charge de l'économie, vous avez un gardien de la Révolution qui n'a, à l'évidence, rien à faire dans ce domaine très très particulier qui est l'économie. Vous avez aussi à la tête du Parlement iranien, donc du majlis, eh bien, vous avez là aussi un ancien gardien de la Révolution. Donc, l'ensemble du système politique iranien est architecturé, organisé autour des radicaux, autour des gardiens de la Révolution. Donc, on est face à un dernier carré qui s'est constitué avec une priorité, les forces de répression. Et dans cet ensemble, quel est le rôle joué par l'ayatollah Khamenei, guide suprême de la République islamique ? Alors là, Jacqueline, vous posez une excellente question. On ne répétera jamais assez la nature hybride de ce régime. Comme j'avais commencé à le mentionner, nous sommes devant une pseudo-république. Alors, république islamique, mais où est la République quand l'opposition est muselée, quand non seulement elle est muselée, mais elle est aussi emprisonnée, elle est traquée. Bon. Donc vous n'avez pas vraiment une notion de liberté démocratique, puisque il y a des règles de comportement pour la jeunesse, des règles de comportement pour les femmes. Donc nous sommes dans un système totalement autoritaire, et il n'y a aucune vraiment notion de république, si ce n'est qu'une république muselée, elle aussi, en Iran. Et l'architecture au sommet de ce système est représentée par un concept, une vision qui s'appelle en farsi, le velaya et faqih. Alors, qu'est-ce que veut dire cette expression-là? Eh bien, ça veut dire le gouvernement par les justes, le gouvernement par les sachants. Voyez-vous, donc déjà, la couleur est mise. On dit le guide suprême, eh bien, lui, il est au-dessus de tout. Il représente donc le savoir des religieux, le savoir de ceux qui sont en contact direct avec donc le Dieu. Et là, on trouve la limite du système, parce qu'il n'est effectivement désincarné, si je puis dire, de la réalité. Le pouvoir vient d'en haut.
Et cette vision-là est une forme de vengeance, si je puis dire, de Khomeini, c'est-à-dire celui qui a lancé la révolution de 1979, parce que du temps du Shah, eh bien, vous aviez une séparation, finalement, qui s'est établie étape par étape entre le religieux et le séculier. Donc, le Shah, monarque, eh bien, avait petit à petit mis les religieux à leur place, et le grand ayatollah iranien de l'époque recommandait à tous les religieux iraniens de se garder de la politique, de rester en delà de la politique. Et donc il y a eu en plus un point de rupture qui est intervenu quand le Shah d'Iran donc a décidé que les ministres de son gouvernement ne prêteraient plus de serment sur le Coran. Alors là, il est bien évident que Khomeini, qui était en exil, était vraiment fou de rage de voir qu'il y avait un éclatement, une distanciation, un écart entre le pouvoir et la religion. Donc, on a cette situation d'autant plus difficile socialement que la jeunesse s'est éloignée considérablement de ce monde religieux. Merci Gérard Vespierre de nous expliquer si précisément les éléments politiques du régime iranien et les dangers qu'ils guettent. Parmi eux, vous avez naturellement évoqué les dangers du volet nucléaire, un chapitre aussi très important que nous développerons après notre première pause. Restez avec nous, on se retrouve très vite. Merci d'être toujours en notre compagnie sur IDFM 98 ou 98.fr pour le deuxième volet de Décryptons le monde, et nous reprenons le fil de notre émission sur les dangers de la situation iranienne, en compagnie bien sûr de notre décrypteur Gérard Vespierre. Cher Gérard, que souhaitez-vous donc nous dire au sujet du risque nucléaire iranien ? Jacqueline, avant d'aborder directement la situation nucléaire actuelle, hautement importante, me permettez-vous d'élargir cette question à l'histoire? Il y a en effet une histoire du nucléaire et de l'Iran. Parce que très tôt, dans les années 60, la société scientifique, le pouvoir politique, le Shah, voyait qu'il était nécessaire d'avoir une vision post-pétrole, et donc d'avoir une implication de production nucléaire civile afin de produire de l'électricité. Et donc, de façon très très intelligente, je dois le dire, le gouvernement français, qui avait d'excellents rapports avec le pouvoir iranien à l'époque, a donc décidé, dès que l'Europe a créé une structure qui s'appelait Eurodif en 1973, de façon à regrouper en un seul lieu, en une seule usine en France, la fabrication d'uranium enrichi pour les centrales nucléaires européennes, et bien la France a proposé à ses partenaires allemands, anglais, d'inviter l'Iran à siéger à Eurodif. Et finalement, ça a été accepté. Donc, le Shah d'Iran a investi 1,180 milliard de francs à l'époque. Et cet engagement, donc de 10% du capital d'Eurodif, eh bien, lui valait la possibilité, lui donnait la possibilité d'avoir 10% de la production d'uranium enrichi à partir de l'usine européenne. Et bien sûr, à la rupture de 1979, nous avons l'arrivée de l'ayatollah Khomeini, et donc avec des options politiques complètement opposées à celles du pouvoir précédent. Donc la France s'est opposée à la livraison d'uranium enrichi, s'est opposée pendant un certain nombre d'années au remboursement donc de la participation iranienne. Comme toujours, un indispensable retour vers l'histoire est là qui permet de mieux comprendre pourquoi les Iraniens ont signé le célèbre accord international de 2015. Cependant, les États-Unis, depuis, sont sortis de cet accord autour duquel la bataille des négociations est actuellement rude. Que pouvez-vous nous dire de cette situation? Y a-t-il un réel danger nucléaire iranien?
Eh bien, avant 2015, disons au tout début des années 2000, la résistance iranienne, en tout cas une de ses composantes, qui s'appelle l'Organisation des Moudjahidines du peuple iranien, l'OMPI, qui a de nombreux bureaux dans le monde entier, et entre autres à Washington, a fait savoir par ses réseaux intérieurs qu'il y avait un certain nombre d'installations secrètes, donc souvent souterraines, développées par le pouvoir iranien, donc dans le cadre de ce pouvoir recherché nucléaire, dans le cadre de cette capacité nucléaire potentiellement militaire. Donc à ce moment-là, la CIA et le Mossad ont décidé d'investiguer, d'intervenir, et donc il y a eu un certain nombre d'opérations sur la centrale de Natanz en particulier pour retarder la production des centrifugeuses. Il y a même eu élimination de savants atomistes iraniens au nombre de 4 entre 2010 et 2012, donc pour bien faire comprendre que la communauté internationale était farouchement opposée à ce programme. Et devant donc cette détermination internationale, eh bien Rouhani, étant élu en 2013, a accepté les négociations, mais accepté parce qu'il était contraint, non, ce n'était pas un choix délibéré, ce qui aboutit effectivement à l'accord de Vienne de juillet 2015. Donc cet accord de 2015 présente un certain nombre de limites. Premièrement, il est valable 10 ans, donc en 2025, qu'est-ce qui se passe ? Il n'y a pas donc de clause et de chemin au-delà de 2025, et 2025 c'est très bientôt. Et il n'y a aucune mention du programme balistique destiné à porter les ogives nucléaires. Donc là aussi, il est absolument impérieux d'aborder ce chapitre-là. Et enfin, il y a toute l'action déstabilisatrice de l'Iran dans la région, en Irak, en Syrie, au Liban avec le Hezbollah. Donc les États-Unis sont sortis de cet accord pour faire voir qu'il y avait d'autres négociations absolument nécessaires, et donc en parallèle, les Iraniens ont aussi fait des pas en arrière en enrichissant davantage que la limite des 3,25 qui avait été définie, en augmentant leur stock d'uranium, en augmentant leur volume de stockage d'eau lourde destinée à la production de plutonium, donc de sortir aussi sur un certain nombre de paramètres de l'accord. Donc on est maintenant, avec la nouvelle administration américaine, vers un potentiel retour à la table de négociation. Les Européens le souhaitent ardemment, et les deux autres participants que sont la Russie et la Chine aussi, et in fine, il y a aussi, bien sûr, en dehors de la table de négociation, mais ô combien présent, Israël qui dit être prêt à effectivement intervenir militairement si cela était nécessaire. Donc, il se pourrait que le temps qui passe joue contre le régime iranien en place. Nous comprenons mieux, en effet, à présent, les dangers auxquels l'Iran est exposé. Il est temps maintenant, si nous suivons le chemin que vous avez tracé, d'aborder le troisième volet, celui de l'économie. Exactement, Jacqueline. Et si vous le voulez bien, commençons par le volet des recettes. Que s'est-il passé en Iran sous le régime de cette république islamique concernant la fantastique richesse pétrolière du pays ? Eh bien, la production, juste à l'arrivée de l'ayatollah Khomeini, flirtait avec les 6 millions de barils par jour. C'est-à-dire que à l'époque, l'Iran était le 4e producteur de pétrole mondial. Donc, 1980-1979, la taille du pays était à peu près de 40 millions d'habitants. Donc 40 millions d'habitants, 6 millions de barils par jour. Maintenant, et bien sûr avec les sanctions, nous avons une production qui est descendue à 3 millions de barils par jour pour 80 millions d'Iraniens. Voyez-vous ? Donc il y a, en termes de richesse pétrolière, une division par
4, 2 fois moins de pétrole, 2 fois plus d'habitants, ce qui provoque donc bien sûr un déséquilibre économique très important. Alors les Iraniens ont essayé de faire intervenir la Chine entre 2010 et 2014, mais finalement le contrat de développement industriel pétrolier en Iran par les Chinois a été rompu, un contrat important de 2,5 milliards de dollars. Donc maintenant nous avons les sanctions américaines qui limitent la production. Avec le Covid, la baisse des prix, donc la situation des recettes iraniennes est absolument catastrophique. Comme je viens de le préciser, les revenus pétroliers par habitant ont été divisés par 4. Oui, nous comprenons bien qu'au-delà des sanctions américaines, les revenus iraniens du pétrole ont donc considérablement diminué. Comment, alors, pourriez-vous décrire les autres éléments de l'économie iranienne ? La deuxième caractéristique, en parallèle de la diminution des recettes pétrolières, s'appelle diminution des investissements, n'est-ce pas? Quand vous avez moins de recettes, eh bien, vous diminuez les investissements, mais ce faisant, vous ralentissez la progression et le développement pour le futur. Donc, cette diminution des investissements, elle s'est fait sentir dans le domaine pétrolier, mais dans le domaine des infrastructures, des routes, des canaux, de l'irrigation. On sait et on voit des manifestations en Iran parce qu'il y a des problèmes de sécheresse, des problèmes d'eau, de canaux qui disparaissent. Donc, et in fine, bien sûr, une baisse des diminution d'investissement dans l'industrie. Donc, manque d'investissement et puis des dépenses extérieures qui ont explosé avec le fait que l'Iran se soit immiscé, n'est-ce pas, en Irak, se soit immiscé en Syrie, se soit immiscé au Liban. Vous avez donc des dizaines de milliards par an qui sont consacrés au développement de l'influence politique, militaire, religieuse de l'Iran, en ajoutant même le Yémen, n'est-ce pas? Donc vous avez là des dépenses qui n'existaient pas il y a 40 ans par une volonté de domination régionale. Donc le corollaire de tout ça, c'est bien une hausse du chômage qui atteint 12%, 25% de chômage dans la jeunesse. Donc à partir du moment où vous avez cette baisse des recettes et cet appauvrissement, eh bien, vous avez une baisse de la monnaie et donc une inflation qui se situe à 40-55% par an. En plus, vous avez eu des choix absolument, ou l'absence de choix dans la gestion du Covid. Il y a officieusement, mais en réalité, 450 000 morts au moment où nous parlons dû au Covid en Iran. Donc vous avez un affaiblissement de l'économie, une hausse des prix intérieurs, un fort déclin de la classe moyenne et une réelle paupérisation. Merci Gérard pour cette description très précise. Nous comprenons que cette situation économique représente un autre danger, intérieur celui-ci, pour l'Iran. Pourriez-vous nous faire une description de cette accumulation de dangers politiques, nucléaires, économiques? Où se dirige-t-on avec ce pays? Vers où l'Iran se dirige-t-elle? Eh bien, effectivement, on a tout à fait en droit de se poser ce genre de questions. Comme je viens de l'indiquer, il y a actuellement 450 000 décès liés au Covid. Donc, on est dans une situation intérieure très, très prenante, n'est-ce pas, très, très lourde. Et au-delà de cette situation sociale, sociétale, vous avez l'inconnu des négociations autour du nucléaire, l'inconnu autour des exportations de pétrole qui vont reprendre ou pas, et aussi l'inconnu de l'accès en échange économique et financier en dollars. Car ce qui a nuit à l'économie iranienne, c'est ne pas pouvoir effectivement commercer en dollars avec le reste du monde. Donc nous avons beaucoup de points d'interrogation, et pour l'Occident, il y a un élément absolument incontournable, un Iran non nucléaire, et comme on l'a déjà indiqué, eh bien sur ce point de vue, il y a Israël qui est bien sûr tout à fait en pointe.
Merci Gérard pour cette analyse iranienne sans concession. Nous retiendrons que l'an prochain sera probablement crucial pour ce pays. Chers auditeurs, nous terminons là cette nouvelle forme de notre émission Décryptons le monde que vous pourrez retrouver en podcast sur le site idfm98.fr. Nous vous disons à la semaine prochaine et d'ici là, prenez bien soin de vous et de vos proches.